pense qu'on peut commencer. Je pense que les d'autres nous rejoindront au fur et à mesure. Mais du coup, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire où on va parler d'agilité d'équipe versus agilité d'entreprise, comment aligner les deux mondes. Alors, avant de démarrer, un mot rapide sur qui nous sommes. Donc, je suis Sarah et je suis responsable marketing pour Telis, qui est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de projets informatiques et IA. Et j'aurai le plaisir aujourd'hui d'animer cette session et d'interviewer Cédric et Laurent. Et du coup, je vous laisse vous présenter. Laurent, je t'en prie. Donc, moi, c'est Laurent Morisseau. Donc, je suis coach agile d'entreprise et coach OKR chez Morisseau Consulting. Donc, je suis auteur de différents livres sur le Kanban et les OKR, et puis créateur du framework Agile for Enterprise, un framework pour l'entreprise open source. Voilà. Ok, moi je suis Cédric Lesper, donc je suis consultant senior, directeur de projet chez Telis. J'ai plus de 20 ans d'expérience sur des projets de taille, on va dire intermédiaire, voire grand projet dans différents secteurs d'activité au sein de Telis. Et je suis toujours en activité sur des projets d'importance, plutôt dans la relation client, mais ça peut varier et souvent dans des contextes de transformation globale. Et sinon, pour commencer cette interview, déjà pour poser les bases, Laurent, Cédric, comment est-ce que vous définissez l'agilité d'entreprise et pourquoi est-ce que pour vous c'est un sujet clé aujourd'hui ? En fait, l'agilité entreprise, ça pose la question assez vite de qu'est-ce qu'on entend par agilité derrière le terme agilité, parce que c'est quand même devenu, c'est parti du logiciel et c'est devenu un mot où on met un peu tout ce qu'on veut derrière. Moi, j'ai choisi de me focaliser sur ce qui était différenciant dans l'agilité, c'est-à-dire le fait de piloter du changement, c'est-à-dire accueillir le feedback, etc., tout en créant de la valeur. Et si on se dit ça, ça veut dire que, au niveau de l'agilité d'équipe, on a appris à piloter du changement au niveau de l'équipe, au niveau du produit. Mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'entreprise ? Assez vite, on arrive au fait d'être en capacité de piloter le changement stratégique. La stratégie, c'est pas un plan à 5 ou 10 ans, c'est plus le cas. Et donc, il va falloir piloter ça, adapter la stratégie au fur et à mesure de ce qu'on rencontre en vrai sur le terrain et des opportunités. Et en fait, on sait que la stratégie, en fait, ça tire tout le reste. La structure, les process, etc. Et donc, l'agilité entreprise, c'est la capacité à changer de stratégie, à l'ajuster et que tout le reste suive. Et donc, ça va évidemment s'appuyer sur ce qu'on a pu mettre en place au niveau des équipes. Donc, c'est un enjeu majeur aujourd'hui, compte tenu du contexte qui est très, très volatile. Fait de crise, on l'a vu, et ça va pas s'améliorer. Donc voilà, c'est un enjeu pour moi stratégique de l'entreprise. Oui, pour moi, l'agilité d'entreprise, en fait, il y a pas mal d'années, en fait, l'agilité était souvent à l'échelle d'un projet pour la mise en place de services dédiés, avec cette notion de retour d'expérience au plus vite pour pouvoir ajuster les services. Mais comme tu l'as dit, Laurent, pour moi, maintenant, les process sont maintenant transverses. Il faut s'adapter à des contextes qui bougent très rapidement et sur tous les points de vue, réglementaires, de marché, de contraintes internes, clients, et tout ça fait un mix qui fait que c'est plus une seule équipe qui doit être agile, c'est un ensemble d'équipes et une entreprise qui doit pouvoir s'ajuster au plus vite. Et donc, c'est plus tellement une méthode, c'est plutôt maintenant une culture qui doit amener à une collaboration à tous les niveaux de l'entreprise. Et c'est devenu vital. Et c'est vrai que cette collaboration globale, elle est pas simple à mettre en œuvre. Okay. Il y a une question de Miguel qui est assez intéressante. Je vais y répondre tout de suite. Parce qu'effectivement, agilité entreprise et agilité à l'échelle, quelquefois, on mélange un petit peu les deux. Moi, je fais la distinction, évidemment, l'agilité entreprise, c'est mettre l'agilité à l'échelle de l'entreprise. Mais ce qu'on entend par framework d'agilité à l'échelle, c'est plutôt la capacité d'adresser des multi-équipes. Donc, plutôt de passer à l'échelle en termes de volume d'acteurs et d'équipes intervenant dans une même organisation sur un même produit, par exemple. Et donc, on est plus au niveau tactique ou exécution de la stratégie. Voilà, donc c'est plus ciblé, le framework d'agilité à l'échelle.
Oui, il y a une vraie différence entre les deux. Et justement, peut-être une question, pourquoi est-ce qu'on observe souvent des équipes agiles qui restent quand même assez isolées dans l'entreprise qui ne suit pas vraiment? Et c'est quoi les signes d'une agilité qui reste confinée au local? Pour moi, en fait, souvent, comme je le disais au départ, on a commencé par faire de l'agile à un niveau équipe, et souvent, en fait, quand on est cantonné à une partie de l'entreprise ou même à un objectif qui est vraiment détouré, au sein de l'entreprise, on est souvent bloqué par le reste de l'organisation. Parce que, on est toujours dépendant de décisions ou de justement une visibilité stratégique, plutôt, confirmée et validée. Donc ça, c'est voilà, les équipes souvent isolées, en fait, au bout d'un moment, elles arrivent un peu aux limites de ce qu'elles peuvent faire de façon autonome et elles commencent à être bloquées par leur contexte. Et puis un deuxième point, c'est aussi le management qui reste en mode command and control, au lieu de vraiment d'être dans le testing et dans l'itératif et dans le fait d'essayer et de s'ajuster au fur et à mesure. Donc pour moi, les premiers signes, c'est quand on commence à plus délivrer de valeur, c'est-à-dire qu'on commence à arriver un peu au plafond de verre en fait du périmètre de l'équipe agile, et la backlog est figée, voilà, et du coup on délivre plus de valeur globale pour l'entreprise en fait. On reste un petit peu, je sais pas ce que tu en penses, Laurent. Ouais. C'est ça le plafond de verre, c'est un terme que j'utilise souvent. Et toi, tu en as parlé du point de vue des équipes. Moi, du point de vue des coachs agiles, on le sent très vite quand on n'arrive pas à embarquer la direction avec nous. Ils sont pas sponsors, ils sont pas acteurs. Et en fait, moi, j'ai aussi comment dire, le pendant du plafond de verre, c'est le parquet de verre, c'est-à-dire la direction. Même si elle a donné le go pour mettre de l'agilité au niveau des équipes, en fait, elle n'en voit pas les bénéfices consolidés au niveau de l'entreprise. Les transfos sont toujours lentes. La performance n'est pas forcément encore là. L'innovation, elle n'est pas forcément présente. Et surtout, l'agilité, du coup, on n'en parle pas au niveau des CODIR et on ne perçoit pas ça comme étant un levier pour aider la performance globale de l'entreprise. Donc, il y a un vrai plafond de parquet entre les deux. Ok. Et justement, Laurent, est-ce que tu aurais un exemple de succès qui a permis de dépasser ce plafond ou parquet de verre et qu'est-ce qui a permis de faire émerger l'agilité d'entreprise? Oui, alors, donc j'ai la chance d'intervenir dans des entreprises de toute taille, vraiment de petits cabinets de conseil de 2 personnes jusqu'aux grands groupes, mais j'interviens beaucoup dans les TPE, PME, ETI, où là, on a plus l'occasion d'adresser toute l'entreprise que dans les grands groupes. Et j'ai eu effectivement mes premiers succès, c'était par une approche là pour le coup assez ascendante, c'est-à-dire qu'on m'a fait intervenir pour mettre de l'agilité au niveau des équipes, fluidifier tout ça, casser les silos, etc. Et en fait, on a mis en place, j'avais mis en place tout simplement des sprints, des versions, des séquences, plutôt des cadences pour prendre des décisions, voilà, mais très opérationnelles d'abord, un petit peu plus tactique. Et en fait, quand je mettais une cadence à un certain niveau, ça rendait visible le fait qu'il manquait quelque chose au niveau supérieur. Et comme ça, de proche en proche, je suis arrivé jusqu'aux décisions stratégiques, jusqu'au board, où on a rendu visible le fait qu'on n'avait pas forcément les décisions stratégiques. Et donc, après, on a mis en musique tout ça, c'est-à-dire qu'on a évidemment synchronisé, imbriqué toutes ces cadences qui vont de décisions stratégiques jusqu'à l'opérationnel, mais inversement aussi, ça marche dans les deux sens. Donc, mais là, c'était dans un contexte, je dirais presque idéal, dans le sens où le board, ou le middle management, comme tu disais, Cédric, et puis le top management et le board étaient OK pour voir ça, étaient OK pour changer, et n'étaient pas confinés dans un rôle de maître à bord qui sait où il va, les droits dans ses bottes avec un plan à 10 ans en disant mais vous inquiétez pas, ça va marcher. Et donc ils étaient ouverts à ce changement-là et donc ça a été une vraie réussite. Voilà. Ok, top. Et peut-être du coup à l'inverse, Cédric, est-ce qu'il y a une erreur ou des erreurs qu'on observe systématiquement dans les démarches de transformation et qui bloquent justement
tout ça? Je pense que Laurent, on a vu pas mal, mais je dirais que moi, celle qui me vient à l'esprit, c'est quand on aborde la mise en place de la transformation par la méthode, sans vraiment se poser les vraies questions de fond, pourquoi on change et qu'est-ce qu'on veut vraiment améliorer. C'est-à-dire, il faut fédérer d'abord l'ensemble des niveaux de l'entreprise sur des objectifs concrets. Et c'est pas une méthode qui va réaliser ça, quoi. Et c'est là, comme disait Laurent, en fait, si on n'a pas cette approche dans les deux niveaux, c'est-à-dire à la fois un accompagnement, au final, on arrive à une sorte de moi, j'ai vécu ça dans une entreprise où en fait c'était assez magique parce qu'il y a eu l'approche a été faite par les deux niveaux. Donc il y a eu le top management qui s'est dit on va partir dans cette direction-là et y porter une vision. Et en même temps, il y a eu une démarche d'acculturation de tous les niveaux opérationnels pour les embarquer dans cette culture du test et de pilotage par la valeur. Donc c'était un changement culturel très important à tous les niveaux de l'entreprise. Et ça n'a pas mis quelques mois, ça a mis un an, entre 1 an et 2 ans, pour arriver en fait à ce que cette culture soit suffisamment homogène et arriver pour arriver à délivrer vraiment de la valeur mesurable, donc définie au départ et puis contrôlée à la fin. Et donc si on n'aborde que par la méthode, en fait, on sait qu'on va se planter. En fait, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Et surtout, faut pas oublier d'impliquer les vrais opérationnels qui sont dans les vrais blocages de la vraie vie. Et donc, il faut aussi être en prise avec les réalités du terrain. Je dirais que ça, c'est aussi le deuxième point très important, parce que des fois, on a l'impression qu'à part une approche par le haut, on va tout découvrir et on va tout gérer. Et en fait, on coince très vite parce qu'on n'est pas en prise avec la vraie vie des processus et des opérationnels dans l'entreprise, quoi. Je sais pas, Laurent, tu peux peut-être compléter, toi, les erreurs. Tu l'as dit, hein, l'approche par les méthodes, c'est clair que ça, c'est une erreur. En fait, on en devient dogmatique, c'est-à-dire l'agilité devient un objectif en tant que tel, alors que ça n'a jamais été, c'est qu'un moyen pour atteindre des objectifs plus grands. Mais en l'occurrence, on a été amené on a été un petit peu mis devant le fait accompli de ça, parce qu'on n'a pas forcément toutes les informations venant de la direction sur le pourquoi de ces transformations, sur l'objectif stratégique de qu'est-ce que ça va servir. Et donc, après l'autre point que tu as cité, contrairement au contre-exemple presque que j'ai cité tout à l'heure, en fait, l'approche peut être ni complètement descendante, ni complètement ascendante. Là, c'était un cas un petit peu particulier où tout le monde était OK. C'est rarement le cas. Dans les transformations agiles, en fait, on part des équipes, parce que c'est là où on a commencé. Et puis, l'idée, c'est un petit peu l'idée de la business agility, c'est-à-dire que ensuite on va monter, on va passer à l'échelle, et puis, mais avec les mêmes principes, avec les mêmes pratiques quelque part que ce qu'on a mis au niveau des équipes. Et à un moment donné, ça marche pas parce que l'entreprise, elle fonctionne pas comme ça. Et à l'inverse, on l'a vu avec les frameworks d'agilité à l'échelle. Si on a une approche descendante et prescriptive, avec des frameworks comme Safe ou autres, ça fonctionne pas non plus. Donc en fait, la vraie difficulté que ça pose, fait l'agilité d'entreprise, c'est d'avoir une approche mixte entre les deux qui aligne tout le monde. Ok. Mais pour rebondir justement sur ces questions et le dogmatisme, comment est-ce qu'on fait pour éviter que l'agilité ce soit pas juste un vernis de langage ou une injonction top-down? Qu'est-ce que vous avez comme best practice tous les deux Alors moi, je citerai déjà un premier frein qu'il faut saper, c'est l'acculturation de toute la partie management intermédiaire. Comme tu le disais, en fait, comme ça va être un ciseau, un peu l'approche, les premiers points de frottement, parce qu'on peut convaincre en one-to-one la direction, on peut prendre les équipes très opérationnelles et les amener, mais à un moment, on va se coincer au niveau central, qui est pour moi le management intermédiaire. Et là, les freins sont psychologiques, c'est-à-dire qu'il y a peur de perte de contrôle, peur de perte de la légitimité. Donc, en fait, il faut transformer toute cette couche de management intermédiaire. Il faut les amener en fait à devenir des coachs, enfin des facilitateurs en fait, et puis voilà, et changer leur rôle de management. Et je pense que ça, c'est un truc à prendre au début. C'est un des points pour moi. Pour essayer de fluidifier après les phases intermédiaires, il faut vraiment que ce middle management
soit à la limite la plus éclairée, parce que c'est eux qui font la liaison en fait entre le top management et l'opérationnel. Et donc si ce niveau-là est pas raccord, on va pas réussir à réunir les deux, quoi. T'en penses, Laurent? Enfin, c'est un des points qui me paraît. Ah bah oui, le middle management, le pauvre, le pauvre, on le met à mal, parce qu'avec l'agilité d'équipe, on a enlevé une partie de ses responsabilités qui étaient justement les décisions opérationnelles avec le micromanagement. Et plus ça va, puis on lui enlève aussi d'autres décisions comme tactiques avec les OKR, par exemple. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il trouve sa position et c'est vraiment pas simple. Il faut les accompagner forcément. Et ça ne veut pas dire qu'on les enlève ou qu'ils deviennent tous des coachs agiles, ça n'aurait aucun sens. Le management a toujours du sens, parce qu'il est là justement pour gérer les situations exceptionnelles, les imprévus qui ne sont pas dans les process, et puis d'encadrer l'intelligence collective au niveau des équipes. Moi, je compléterais sur la partie modèle mental de la direction. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on attend tous, les collaborateurs de la direction qu'elle sache où elle va, qu'elle pose une direction. Donc, ça, c'est une vision, mais concrètement, la stratégie, les objectifs stratégiques doivent être plus actionnables. Mais on oublie qu'une stratégie, c'est qu'un ensemble d'hypothèses. Donc, c'est pas un plan. Le plan, c'est pour l'exécuter, mais il faut après l'adapter à la réalité. Et là, il faut que justement la direction lâche prise sur le fait qu'elle a toutes les solutions pour que ce soit un succès. Donc ça veut dire qu'elle accepte que devant toute l'entreprise, tous les collaborateurs, elle puisse dire c'est qu'une hypothèse et on va essayer et on va faire de notre mieux, puis si ça marche pas, on trouvera autre chose. Ça, c'est très très difficile. Le deuxième point, c'est que la transformation agile n'est pas une transformation, c'est pas une transformation qui a une fin, c'est pas un projet. Le but, c'est que le changement soit inclus dans les processus, comme les processus de gestion de risque, de budget et autres. C'est-à-dire que le changement est inclus, ça fait partie de la dynamique de l'entreprise et c'est plus un sujet. Ça va permettre qu'on puisse piloter ce changement. Et le dernier point, c'est ce qu'on a un petit peu oublié. Moi, je me pose toujours du point de vue de l'agilité entreprise, c'est que tout ce qu'on met en place, à un moment donné, il faut suivre l'impact sur la performance d'ensemble. C'est-à-dire que l'agilité d'équipe, c'est super, j'en ai fait beaucoup. On adapte localement, on optimise localement, puisque l'équipe s'auto-organise. Mais ça ne veut pas dire que si on laisse toutes les équipes s'auto-organiser, ça ne veut pas dire que globalement, on a amélioré la performance. Et donc, il faut voir l'impact là-dessus. Et tout ce que je dis depuis tout à l'heure, les différentes couches, l'impact, etc. Après, il y a des outils très, très concrets pour ça. Moi, j'utilise les OKR, mais on pourra utiliser d'autres choses. Et ça rend, on va dire, tout ça plus concret et plus visible. Ouais, le suivi est indispensable, c'est-à-dire qu'il faut, comme tu disais, la vision stratégique, elle est bien, mais il faut avoir cette ligne rouge. Et je pense qu'effectivement, la solution des OKR que tu portes, elle est essentielle pour matérialiser en fait la route et concrétiser, en fait, savoir si on avance à la bonne allure. Enfin voilà, il faut pas oublier que la productivité, même si on va dire la direction peut lâcher les rênes sur pas mal de choses, une exigence qu'elle peut garder, c'est une notion de productivité de valeur, de toute la mécanique qui est mise en place au niveau à l'échelle de l'entreprise. Et c'est ça qui doit en fait animer toutes les équipes en fait à tous les niveaux, c'est de pouvoir produire en continu de la valeur et pas lâcher ça. Moi, j'ai déjà vu des organisations qui perdaient la production de valeur parce que on avait aussi des personnes clés qui partaient de l'entreprise, un directeur informatique qui s'en va, et du coup ça fait si c'est porté que par des personnes et pas par une culture d'entreprise, en fait le problème c'est que ça peut facilement se déliter en fait et perdre de l'efficacité, quoi. Ouais, c'est bien que tu notes la valeur, parce qu'évidemment, dans l'agilité, on parle beaucoup de créer de la valeur. Alors, je vois pas quelle méthode ne parle pas de créer de la valeur. Ceci dit, c'est créer de la valeur dans un contexte de changement, et là, il faut pas perdre pied, effectivement. Mais la notion de valeur est ambiguë.
parce qu'au niveau d'une équipe, créer de la valeur, c'est pour les utilisateurs. Au niveau d'un commercial, ça va être la valeur pour les clients, ceux qui achètent. Et pour l'entreprise, ça ne veut pas forcément dire la même chose. On est plus sur l'actionnariat ou les parties prenantes. Et donc, il va falloir s'aligner sur le fait de créer de la valeur qui soit cohérent, on va dire, de l'entreprise pour les parties prenantes. Enfin, les utilisateurs font partie des parties prenantes, mais jusqu'aux utilisateurs. Donc en fait, faut qu'on se mette d'accord un peu sur ce que ça veut dire la création de valeur à toutes les échelles de l'entreprise. Et on a perdu Cédric. Ouais, j'ai l'impression qu'on a perdu Cédric. Mais entre-temps, il y a Miguel qui a fait une remarque et une question. Alors d'abord, sa remarque, c'était le middle management est un rouage essentiel, mais souvent seul face aux décisions et orientations, ce qui est très vrai. Et il posait la question de n'y a-t-il pas des contextes favorables à l'agile, taille d'entreprise, valeurs, éthique d'entreprise, etc. Alors pour le premier, Miguel a tout à fait raison, hein, il reste essentiel, comme je l'ai dit. C'est vrai que dans l'agilité, quand on pense à agilité entreprise et modèle organisationnel qui soit compatible avec l'agilité, tout de suite on se projette dans des modèles un petit peu extrêmes, type entreprise libérée ou entreprise plate, où on a l'impression que d'un coup de baguette magique, il suffit que quelqu'un le décide et après on peut virer tous les middle managers parce qu'ils servent à rien. C'est quand même une aberration qui peut marcher dans certains contextes très spécifiques, mais pour la plupart des entreprises, ça n'a aucun sens et le middle management reste un rouage essentiel. Et d'ailleurs, avec les OKR, on le voit bien, hein, parce que c'est la courroie de distribution justement entre la direction et les équipes. Évidemment, il faut une posture managériale qui soit adaptée et pas directive, qui soit plutôt participative ou délégative, mais ça n'enlève pas son rôle. Après, est-ce qu'il y a des contextes favorables à l'agilité? Oui, évidemment. Une start-up, elle naît agile. Une entreprise, alors après, en termes de valeur et d'éthique, oui, parce que évidemment, l'agilité, mais comme les autres méthodes, le lean ou autre, c'est des approches qui cherchent à optimiser avec un certain angle de vue, mais à partir du moment où on optimise, on met un petit peu sous pression. Et en fait, il ne faut pas, où on améliore, ça veut dire qu'on est plus productif, ça veut dire qu'on a besoin de moins de personnes. Donc, il faut qu'il y ait un contrat social qui veut dire, si on s'améliore, c'est pas au détriment de ceux qui ont permis cette amélioration continue. Donc, évidemment, il y a des entreprises qui, naturellement, sont beaucoup plus éthiques, qui n'ont pas besoin de le dire, et d'autres où il faut rappeler ce contrat social. Mais après, des contextes favorables à l'agilité, donc, oui, maintenant, je pose la question inverse. Si l'agilité entreprise, c'est pouvoir piloter du changement stratégique, est-ce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas besoin d'ajuster leur stratégie dans le contexte actuel où l'environnement est très instable? C'est très rare, c'est de plus en plus rare. Et donc, la question pour moi de l'agilité entreprise, c'est quelle agilité on peut apporter dans quel contexte? C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas une agilité d'entreprise, il n'y a pas une manière de faire de l'agilité. Par contre, selon les contextes, on va avoir des implémentations de l'agilité différentes. D'ailleurs, on le voit, il y a des frameworks d'agilité différents, il y a des méthodes différentes, hein, le Kanban, le Scrum. Et en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est se dire, c'est pas les contextes favorables, c'est selon les contextes, quelle agilité on peut apporter, parce que cette agilité stratégique au niveau de l'entreprise, elle est de plus en plus nécessaire. Ok, super clair. Rebonjour Cédric, on t'avait perdu un instant. J'ai une petite déconnexion électrique, je ne sais pas pourquoi. J'ai du mal à me reconnecter. En parallèle, on a eu une question de Aurélie qui demandait, pouvez-vous nous donner des outils pour mesurer le suivi de productivité lié à l'agilité? C'est une question piège, ça. Hein. Cédric. Voilà, en fait, au niveau d'équipe agile, en fait, hein, on est normalement sur le fameux point. On peut lui donner plein de noms différents, mais en fait, on essaie d'estimer. En fait, chaque équipe doit estimer en fait sa productivité vis-à-vis des points. Les story points qu'on peut faire. Donc ça, c'est une façon de faire en fait si on suit des méthodes agiles classiques. Après, il y a aussi la notion de valeur la business value qu'on peut
qu'on peut adosser à chaque évolution ou modification qu'on fait des systèmes. Et donc, on peut aussi basculer sur ce mode d'évaluation de ce qu'on livre. Alors, sur la productivité en tant que telle, le business value, ça va être intéressant pour savoir si on délivre de la valeur. Le story point, il va être normalement, il est prévisible, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'itérations, on sait ce qu'on doit produire, et ça permet de savoir si on est un peu dans le trend de la productivité pour chaque équipe. Bon, ça, c'est à un niveau échelle, on va dire, équipe agile. Au niveau de l'entreprise, je ne sais pas, peut-être Laurent, toi, à un point de vue, est-ce qu'on délivre au niveau de l'entreprise? Là, je pense qu'on rejoint plutôt tes OKR. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme c'était le discours de tout à l'heure sur la valeur, c'est-à-dire que la valeur n'est pas la même, évidemment, au niveau d'une équipe ou au niveau de l'entreprise. Les OKR, typiquement, hein, c'est un outil parmi d'autres, encore une fois, qui permet de mesurer non pas la valeur ou la productivité, mais l'impact que l'on a. Et en fait, on va privilégier cet impact. Je parlais en tout début du parquet de verre, c'est-à-dire que la direction ne voit pas les bénéfices de l'agilité mis au niveau des équipes dans le CODIR ou dans le COMEX ou autre. Donc, c'est typiquement ce qu'on recherche avec les OKR, c'est quel impact visible, structurant on va chercher. Et puis après, en fait, on délègue les solutions, la manière d'y arriver, d'atteindre cet impact au niveau des équipes. Et c'est là où on se dit que la productivité, faut toujours faire attention. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une question piège. C'est-à-dire que pour avoir un impact au niveau de l'entreprise, c'est pas forcément en étant plus productif, mais c'est en essayant et en trouvant la bonne manière de faire. Et c'est là où on rejoint la question de Miguel aussi, c'est les contextes. C'est-à-dire que une entreprise qui est en phase vraiment d'exploration, qui cherche à innover, on va dire une start-up, c'est pas la productivité qui est importante pour elle de ses équipes, c'est trouver son product market fit. Donc c'est vraiment les expérimentations et l'apprentissage rapide. Là, pour le coup, l'indicateur clé, c'est la vitesse d'apprentissage et de mise et d'implémentation de cet apprentissage dans la solution qui va être importante. Si je suis en phase de développement du produit, là, oui, la productivité peut être importante parce qu'il faut aller plus vite que les autres pour avoir le produit pas complet, mais le plus, qui correspond au périmètre qu'on souhaite. Après, dans une entreprise qui est plus en phase d'exploitation de ses actifs, elle se repose sur ses lauriers, dire les choses. Là, c'est une entreprise qui est pilotée par des KPI, des indicateurs clés de performance. Là, l'agilité, comment on pourrait être pertinente et comment on pourrait la noter, puisque les KPI, c'est garder sous contrôle la performance, la manière dont elle exploite ses actifs. Donc, c'est pas en faire plus, c'est garder sous contrôle. Donc là, ça va être de l'excellence technique. Des approches comme XP, l'extreme programming ou le Craftmans, etc., pour vraiment faire de la qualité reproductible, va être intéressante, et aussi de la capacité à transformer, par exemple, les transfos digitales, les transfos agiles en tant que telles, les capacités à transformer pour que ces actifs soient viables le plus longtemps possible. Donc là, le gain de l'agilité n'est pas sur la productivité, mais sur la capacité de transformation sans couper la création de valeur. Donc je dirais, faut faire attention à ces métriques-là. Il faut trouver les bonnes métriques dans les bons contextes. On en revient à la question de tout à l'heure. Et évidemment, c'est pas la même, comme le disait Cédric, entre le suivi au niveau des équipes et aussi le suivi au niveau de l'entreprise. Je pense que tu as répondu un petit peu à la question de Mathieu sur l'évangélisation ou non des user points dans les autres services. Non, en fait, il n'y a pas de règle. Voilà, il faut que ce soit adapté à chaque contexte et même micro-contexte dans l'entreprise. Il y a Miguel qui parle des KVM, Key Value Measures, dans le modèle EBM. Est-ce que ça te parle ? Ouais, non, moi ça me parle pas parce que c'est d'autres modèles, mais j'imagine, vu le nom de ces modèles, Aurélie, j'imagine que c'est des équivalents des OKR, c'est-à-dire que. Est-ce que tu peux donner un exemple d'ailleurs d'OKR pour que ce soit concret pour nos auditeurs ?
Parce que souvent, on parle beaucoup par des exemple, OKR, mais voilà. Ceux qui t'ont marqué. alors, les OKR, c'est des objectifs et des résultats clés. Donc, c'est une méthode de gestion d'objectifs, mais pas à l'ancienne, compatible avec toutes nos valeurs et les principes de l'agilité, c'est-à-dire de co-construction de ces objectifs et d'autonomie dans le pilotage, le suivi, etc. Ça, c'est un premier point. Et un exemple d'OKR comme ça à chaud, j'y ai pas réfléchi, mais pour ce webinar, ça serait qu'on ait un impact sur les participants, c'est-à-dire que en sortie de ce webinar, en fait, ils se renseignent sur l'agilité entreprise, qu'ils essayent de mettre en œuvre les OKR, par exemple, puisqu'on a parlé d'OKR, et donc que ça change leur comportement. Donc, l'objectif du webinar, ça serait ça, c'est-à-dire que qu'en sortie de ce webinar, en fait, les participants passent à l'action. Et comment je sais que c'est un succès? Je vais avoir des résultats clés, parce que l'objectif, c'est quelque chose de qualitatif, et les résultats clés, c'est vraiment quantitatif. Ça pourrait être de dire, on va faire un sondage, et sur la vingtaine de participants, il faut qu'il y en ait au moins 10 qui se sont renseignés sur les OKR, par exemple. Voilà. Okay. Et si on n'a pas 10, c'est pas un succès. Et puis on aurait comme ça 2-3 résultats clés pour avoir un regard du succès qui soit sous tous les angles. Ok. Peut-être une dernière question de mon côté, après je laisserai la parole à ceux qui sont dans le chat, donc n'hésitez pas entre-temps à poser des questions. Mais ce serait quoi chacun votre conseil prioritaire à une entreprise qui souhaite justement aligner l'agilité locale et la transformation globale? Moi, je vais faire une première petite réponse parce que je vais laisser le mot de la fin, je pense, à Laurent. Pour moi, c'est de faire de la transformation un chemin d'apprentissage collectif. Et ce chemin d'apprentissage collectif, il y a une valeur qui la sous-tend, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on peut pas, c'est une culture, mais c'est aussi un sentiment, la confiance qui doit se propager, parce que en fait, comme il y a de la délégation, on répartit un petit peu la responsabilité, c'est plus diffus. Si la confiance n'est pas là, en fait, tout ça peut pas. Enfin, voilà. C'est le ciment qui va faire que ça peut prendre. Donc, il faut travailler sur la confiance aussi, et en termes de fondation à toute démarche. Ou alors moi j'étais en train de regarder Evidence-Based Management. Assez intéressant. Je l'avais pas vu, mais donc c'est les business value de l'agilité. Donc je le fais très vite. Il y a les valeurs non réalisées, la valeur courante actuelle, le time to market et la capacité d'innover. Donc en fait, c'est 4 axes pour préciser un peu plus ce qu'est la valeur du point de vue de l'agilité. Et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où il y a des contextes. C'est-à-dire que toutes les entreprises n'ont pas forcément besoin d'innover, d'avoir du time to market, d'avoir de différentes performances. Et selon les contextes, on va mettre l'accent sur plutôt l'un, plutôt l'autre. Donc en tout cas, ça c'est visiblement un framework pour nous aider à trouver les bonnes valeurs. Donc c'est toujours intéressant de creuser. Le mot de la fin pour conseil ultime. Conseil ultime. Alors j'en ai plusieurs évidemment. Le conseil ultime. Donc c'est pour moi l'approche de la business agility n'est pas forcément la bonne. C'est encore une fois de dire ce qu'on a fait au niveau des équipes, ça marche, et donc on va essayer de faire pareil pour toute l'entreprise. Pour moi, ça c'est une erreur. Il faut vraiment que ce soit une approche mixte. Évidemment, il faut changer les modèles mentaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la direction, sinon il ne se passera pas grand-chose. Le conseil ultime, ça va être de creuser le framework Agile for Enterprise, parce que c'est exactement le sujet que j'essaye de craquer avec ce framework qui propose une approche mixte. Alors, il est assez récent, neuf, et donc, voilà, faut l'utiliser, le crash tester pour que ce soit plus actionnable. Ok. On a une remarque de Malik qui dit « Tout à fait d'accord avec le sujet des KPI. Le codir ne comprend pas toujours que la mesure de la performance ne se fait plus sur la quantité, mais plutôt sur la qualité. La satisfaction des clients et des collaborateurs est livrer de la valeur aux utilisateurs et non un nombre de fonctionnalités livrées ou de bugs. » Corrigé. Est-ce que envie de réagir là-dessus?
Vas-y, Cédric, je te prie. Là, toute l'agilité là, c'est d'arriver justement à transformer la communication remontante et de basculer effectivement sur l'anciennement KPI, des indicateurs traditionnels de productivité, et de basculer ça sur de la création de valeur. Mais comme on l'a dit depuis le début, c'est de la culturation, ça se fait dans le temps, enfin c'est pas instantané. Il faut convaincre en one-to-one chaque interlocuteur, chaque directeur. Il faut démontrer l'intérêt de ces démarches et petit à petit en fait étendre ça. Mais là, j'ai pas de recette miracle. En fait, ça dépend vraiment de chaque contexte et chaque personnalité qu'on a en face de nous, quoi, et chaque même groupe de personnes qu'on a en face de nous. Laurent, tu as peut-être des... Ouais. Oui, non, en fait, ça me fait penser à un autre conseil ultime. Parce qu'il faut des conseils ultimes. Ouais. Oui, et je ferai le lien après, c'est que en fait, faut pas aller parler d'agilité à la direction de la même manière qu'on va parler d'agilité aux équipes. Si on parle d'auto-organisation au niveau des équipes, au niveau de la direction, ils comprennent autogestion, et donc ça n'a aucun sens. Et donc, il faut arriver au niveau d'un codir avec le bon discours. Donc, en tant que coach agile qui faisons les transformations, on doit s'acculturer, nous aussi, à ce qui est important et la manière de parler au niveau de la direction et du middle management. Donc, c'est dans les deux sens. Et typiquement, là, pour un codir qui se mélange les pinceaux entre la satisfaction des clients et des collaborateurs, en fait, maintenant, c'est les parties prenantes. Avant, c'était les actionnaires. Maintenant, c'est les parties prenantes. C'est-à-dire que oui, il faut prendre tout le monde en considération quand on crée de la valeur. C'est pas au détriment. On va pas créer de la valeur pour l'un au détriment des autres. Et donc, ça veut dire accepter de discuter, de voir le point de vue des uns et des autres. Donc, c'est là où l'intelligence collective dépasse le cadre des équipes et devient une intelligence collective d'entreprise pour trouver qu'est-ce qui est important pour nous en tant qu'entreprise. Et puis, oui, la quantité versus la qualité, les usines à feature, tout ça, on a connu, ce sont toutes des dérives de l'agilité utilisée comme moyen d'augmenter la productivité, mais on peut dire que c'est dommage du point de vue des managers d'avoir vu l'agilité comme ça. Ceci dit, c'est comme ça que l'agilité a été vendue au début. Jeff Sutherland a quand même vendu Scrum en disant 2 fois plus de productivité avec des équipes 2 fois plus petites. Donc, c'est notre faute. C'est vrai. Donc, faut prendre du recul et donc maintenant, on parlait différemment pour rétablir un petit peu tout ça. Ouais, ce que j'ai constaté comme première approche, en tout cas première brique à mettre en place, c'est d'inclure le pilotage par la valeur, ou en tout cas, par exemple sur les features qui sont souhaitées par les métiers, commencer à mettre un réflexe, une culture en disant justifier la valeur de chaque feature. Et déjà ça éclaire vachement la route, et on se rend compte que une bonne partie des sprints ou de la roadmap, il y a déjà un tiers qui peut pratiquement n'est pas justifié en valeur. Donc ça permet de faire de l'auto-nettoyage et de mettre en lumière en fait que on produit, c'est bien de produire, mais souvent on produit des zéro valeur, quoi. Ouais, et en fait, quand on remonte avec les OKR, c'est tout aussi passionnant parce qu'avec les OKR, on va dire ok, maintenant le sujet c'est pas de créer cette feature ou de créer cette version, c'est quel impact on va chercher. Donc pourquoi on veut faire ça et à partir du moment où on pose cette question, là les masques tombent et effectivement il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. C'est du Pareto, il faut faire les 20% qui vont avoir les 80% d'impact. Et donc en fait, ça nous permet de se concentrer sur ce qui, a priori, évidemment, on peut se tromper, mais a le plus de valeur, crée le plus d'impact. Et donc, la question, c'est pas la productivité, c'est les bonnes décisions. Et comme on n'est pas des devins, en fait, les décisions sont ce sont des paris. Il faut avoir des boucles de feedback très rapides pour réajuster si jamais le pari, l'hypothèse qu'on avait formulée n'est pas la bonne. Voilà. Ouais, faut accepter de se tromper aussi. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que je parle de changer de modèle mental. Ouais. En fait, dans les équipes, on l'a accepté au niveau des produits. Et par contre, au niveau de la direction, c'est moins vrai. Et il y avait une dernière remarque de Malik qui disait « Et pourtant, j'ai la chance d'avoir un codir qui inclut l'agilité dans l'agenda récurrent des discussions. »
Oui, mais quelle agilité? Mmh. C'est une agilité opérationnelle ou une agilité stratégique? En fait, on peut mettre l'agilité dans les CODIR, mais si c'est encore comme tout à l'heure, si c'est pour le voir du point de vue d'augmenter la productivité ou la performance, bah, peut-être qu'on se trompe et peut-être que ça aide pas justement à avoir une agilité plus d'entreprise. Parce qu'au niveau d'un CODIR, la question, elle n'est pas là. La question d'un CODIR, c'est pas de parler d'agilité, c'est se dire ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que oui, on avait ça en tête, on pensait que c'était la bonne direction, le bon sujet, la bonne voie, et on s'est trompé. Donc, est-ce qu'on peut se le dire? Est-ce qu'on peut changer? Et est-ce qu'on a confiance que si on change, tout le reste de l'organisation suit? C'est ça la discussion au niveau d'un CODIR. Et elle n'est pas forcément facile. Mais c'est pas d'en faire plus. Parce qu'à la limite, l'IA va avoir plus d'impact en termes de productivité, a priori, hein, que l'agilité. Et donc, c'est pas ça le sujet en réalité. C'est pas faire plus ou faire plus rapide. C'est apprendre plus vite pour converger vers la meilleure des solutions ayant le plus d'impact. Voilà. Ok. Alors, une dernière réponse de Malik qui dit « Pas de question, mais plutôt un dernier partage. Mes 2 difficultés sont de faire comprendre que l'agilité, 1, est un outil, entre parenthèses, un chemin de l'amélioration continue et non un objectif. On me pose souvent la question « Alors, est-ce que les équipes sont agiles ?» 2, à un coût du temps pour la transformation, la formation et de l'argent. Et que le ROI ne se verra pas tout de suite et pas mesurable en quantité comme dit précédemment. Bah, le ROI final, il n'est pas visible. Après, comme je le disais, le gain, la visibilité immédiate de est-ce qu'on produit de la valeur ou pas, qui peut être assez rapide quand même en reprenant ce qu'on est en train de faire et en mettant est-ce qu'on peut. Là, ça permet quand même de faire le tri et de peut-être d'éclairer un peu la forêt en fait des choses qu'il y a à faire. Et de faire des zones de clairière et donc du coup de pouvoir quand même montrer que mine de rien la méthode a un intérêt quoi, à court terme. Ouais, le ROI c'est toujours dur hein, parce que évidemment c'est un ROI business hein, d'ailleurs hein, qu'on attend. C'est pas un ROI d'équipe. Et donc le ROI business c'était la valeur par fonctionnalité dont tu parlais. C'est très dur à suivre en réalité. Donc on pourrait challenger cette question de la même manière en disant vos décisions de manager ou de codir, c'est quoi les ROI? Et il n'y aurait pas la réponse serait très difficile. Bon, ça va pas aider Malik, mais la question est-ce que les équipes sont agiles? Bah moi j'ai envie de poser la même question au codir ou au comex. Qui est une équipe? Et donc, est-ce que vous, en tant qu'équipe COMEX ou équipe CODIR, vous êtes agile? Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et là, je pense que ça peut déclencher une belle discussion. Mais je ne sais pas si ça va l'aider. Il va falloir assumer derrière. Voilà, c'est ça. Mais ça a le mérite de mettre les pieds dans le plat. Exactement. Voilà. Non, mais ça déplace le problème et ça repose la question de l'agilité entreprise. En fait, ça permet de boucler la boucle de notre sujet d'aujourd'hui. Oui, totalement. Bah, justement, je vois qu'il est 45. Donc, on va s'arrêter là. Je ne sais pas, Laurent, Cédric, si vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte. Moi, je vais juste dire, l'agilité, comme on l'a déjà dit, en fait, c'est pas une finalité. Hein, ça reste un moyen pour mieux servir les clients de l'entreprise et internes ou externes d'ailleurs. Donc, et c'est surtout l'objectif, c'est aussi de mieux travailler ensemble. Voilà. Ouais, c'est qu'un moyen, ça c'est sûr. Mais pour moi, l'agilité entreprise peut redonner des lettres de noblesse à l'agilité hein, qui commence à être un petit peu dévoyée parce que c'est une source d'avantage concurrentiel que l'entreprise n'a pas conscience du potentiel. C'est-à-dire que on sait copier un produit, on ne sait pas copier la capacité de changer d'une entreprise. Et en ce sens, c'est une source d'avantage concurrentiel qu'une entreprise doit développer et qui permet d'être plus durable. Donc voilà, donc c'est un vrai sujet et qui a beaucoup plus de potentiel pour moi que l'agilité d'équipe, qui a permis d'ouvrir évidemment la voie à toutes nos discussions. Sans ça, on n'y serait pas arrivé. Ok.
Ok, top. Merci énormément à tous les deux, Laurent et Cédric. Si jamais il y en a parmi vous dans le chat qui veulent continuer la discussion, il y a un bouton, il suffit de scroller juste un peu pour demander à être recontacté, donc n'hésitez pas à cliquer là-dessus. Et sinon, merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci à tous. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée et bon appétit.